Le combat du maquis de Souham. La présentation se fera en 3 étapes: la préparation du combat, puis le déroulement du combat et le repli. Suite à l'appel du 18 juin 1940, extrait de l'allocution du 22 juin prononcée par le général de Gaulle à la radio de Londres, la BBC. Il confirme la détermination du général à mettre en œuvre la résistance à partir de Londres. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. À mi-chemin sur la route de Souham à Ménétréol, sur la droite à 2500 mètres dans les bois, un monument a été érigé sur les lieux du combat à la mémoire des maquisards morts pour la France le 17 juin 1944. Par un chemin caouteux, sablonneux, encaissé de hautes futaies, on arrive à une vaste esplanade, bien entretenue, et l'on découvre, dans un lieu désert, au silence lourd, le monument rappelant le sacrifice de Français ayant refusé de se coucher sous le joug des nazis. En ce 16 juin 1944, les maquisards vaquent à leurs occupations habituelles. Un ronflement imperceptible, auquel ils n'ont d'abord pas prêté attention, s'amplifie rapidement. Il n'y a pas de doute possible, il s'agit d'un avion. Ordre est donné de se dissimuler sous les arbres et les arbustes. L'appareil, il est allemand, tourne au-dessus du bois, puis s'éloigne. Le capitaine Makowski, son nom de guerre est Jean, renforce aussitôt le nombre des guetteurs autour du camp. Lorsque vers 10 heures le 17 juin, M. Vincent se rend au camp, le soleil est déjà haut. Il se lève tôt ces derniers jours de printemps et les maquisards l'ont imité. Comme d'habitude, ils sont à leur poste et surveillent particulièrement la route Souham-Ménétréol, la seule par où peut surgir l'ennemi. Un éclaireur qui en arrive tombe sur Vincent et lui signale qu'une ambulance et 3 camions allemands stationnent à proximité de la ferme de la Bascule. Makowski, sitôt prévenu, pense qu'une attaque est imminente et distribue à ses hommes un maximum de munitions. 2 d'entre eux, Senet et Gaillard, sont envoyés en reconnaissance, le premier vers Ménétréol et le second vers Souham. Makowski réunit alors les chefs de section
avec lesquels il tient conseil. Il affirme qu'il est possible de faire face à 3 camions de soldats allemands. Mes petits-fils, le prêtre et Ménaud, sont d'avis d'éviter le combat afin de conserver intactes les forces du maquis, beaucoup mieux adaptées à un travail de harcèlement et de sabotage qu'à une bataille frontale. Makowski, qui est responsable du camp, décide néanmoins de le défendre à tout prix et il fait prendre immédiatement le dispositif de combat. Le cycliste Gaillard revient de Souemme et confirme l'alerte en précisant que d'autres camions allemands se dirigent vers la ferme, ce qui porte leur nombre total à 17. Senet, surnommé l'Écureuil, n'est toujours pas de retour. Le jeune cuisinier Bouton propose de reprendre la mission de son camarade. Tous deux seront faits prisonniers. 2 patrouilles sont encore envoyées à l'avant. La première, composée de Berny, Chevalier, Millet et Tunet, revient convaincue que l'attaque est imminente. Celle de la 2e section, aux ordres de Clairet, part surveiller un bois de bouleaux qui, 150 mètres à droite, borde le camp. Elle a pour mission de signaler l'arrivée des Allemands en évitant tout accrochage avec eux. Le dispositif de combat est déjà en place le long d'un fossé, constitué par le cours desséché du Naon. Ce fossé est perpendiculaire à un chemin forestier étroit qui rejoint la route Ménétréol-Souemme, où se rassemble l'ennemi. Le sous-bois broussailleux forme un écran idéal. Ces hommes de la 5e section de Le Prêtre, parmi lesquels Genevier et Postic, prennent position à gauche de l'allée. Ménaud et sa première section de 21 FTP s'installent au centre, tandis qu'à droite, 11 hommes de la section Henri M se portent à 30 mètres en avant du fossé. Avec les 3 chefs de section et le capitaine Makowski, ce sont donc 52 résistants qui se disposent à subir l'attaque. Le reste de l'effectif, moins d'une centaine d'hommes, placés sous la responsabilité du capitaine Petit-Fils, s'est déployé sur les côtés est, sud et ouest du camp. En adoptant un tel dispositif, Makowski prend toute précaution pour éviter un éventuel débordement, mais il est clair qu'il s'attend à subir l'attaque sur le fossé principal, là où il a placé ses hommes les plus aguerris. Afin de rendre ses maquisards moins vulnérables, il les a postés en ligne clairsemée ou par petits groupes, le tireur au fusil mitrailleur et son pourvoyeur, distants de 10 à 15 mètres les uns des autres. Il donne enfin au chef de section et au chef de groupe l'ordre de n'ouvrir le feu qu'à son commandement. Puis un silence angoissant s'installe sur la forêt. Vers 15h30, Madame Brisy arrive de Theillé pour transmettre à son mari un ordre supérieur qu'elle a reçu pour lui et qui prescrit de ne pas résister. Mais les sentinelles la refoulent en lui disant que l'ordre est formel de ne laisser entrer personne au camp. La bataille commence vers 17h. L'ennemi s'avance en rang serré sur l'allée forestière. Un véhicule progresse lentement entre 2 vagues de fantassins.
L'écureuil est assis sur le capot, un pistolet derrière la nuque. 3 fusils mitrailleurs français, dissimulés dans les forêts, prennent le chemin en enfilade. Meunier, Mauny et Postic n'attendent qu'un ordre pour faucher d'une rafale les assaillants qui ne se dispersent toujours pas et ignorent apparemment qu'ils se trouvent à portée de fusil des maquisards. Ménaud est dissimulé derrière un arbre jumelé. Devant lui, à quelques mètres, Makowski a rejoint l'abri d'un gros chêne ventru et laisse approcher l'ennemi. Les Allemands parviennent à 100 mètres, 80 mètres, 50 mètres. Makowski ne bouge pas. À 30 mètres, ils avancent encore quand l'ordre de tirer est enfin donné. Les fusils mitrailleurs, appuyés par toutes les armes individuelles, ouvrent le feu, et la première vague d'assaut, totalement surprise, est anéantie. Au tonnerre des armes répond aussitôt la clameur effrayante des blessés. Les morts jonchent le sol, les survivants reculent. La 5e section se trouve sur la gauche. Gaillard et Courtat, qui étaient revenus volontairement au camp, malgré le risque encouru, sont mis hors de combat. Gaillard est tué et Courtat fait prisonnier. Postic descend plus de 30 Allemands avec son fusil mitrailleur. La première vague s'est approchée jusqu'à une vingtaine de mètres, mais personne n'est passé. Une grenade éclate entre les jambes de Genevier, qui lui arrache sa mitraillette et le renverse sans le blesser. Petit, accompagné des 2 frères Guérin, reçoit plusieurs éclats qui le blessent gravement et lui sectionnent un doigt. Le comte, lui aussi, blessé par une quarantaine d'éclats de grenade, sera ultérieurement soigné par le docteur Balland. Stancius est blessé à la tête par une balle. Encouragés par leurs officiers, les soldats allemands qui encadrent l'avant-garde ripostent en hurlant et permettent à une seconde vague de progresser en ordre dispersé cette fois-ci. Elle est également décimée. À droite, la section de Henri M, qui est parvenue jusqu'alors à contenir l'ennemi, craint d'être contournée et se replie sur le fossé. Compagnon, âgé seulement de 18 ans, est mortellement touché pendant cette manœuvre. Barthélemy, père de 4 enfants, est tué au même instant par 2 obus de mortier. M, qui se trouve à ses côtés, n'est pas atteint, mais le groupe dans lequel il se trouve compte déjà 5 morts. Soubra, Garnier et Alliot, en plus de Compagnon et Barthélemy. Il circule sur le front pour reprendre contact avec ces hommes, qui ont pour la plupart rejoint la section voisine. Une balle de fusil mitrailleur le blesse à la cuisse, mais il continue à tirer. Un flottement se produit néanmoins, car les maquisards craignent de voir leur position encerclée. Mais les assaillants ne sont plus en mesure d'exploiter la situation et profitent du répit pour réclamer, par fusée, des renforts et le tir de l'artillerie. Pendant ce temps, la 6e section reçoit l'ordre d'occuper une ligne de défense située au milieu du camp. Les hommes se répartissent un maximum de munitions et abandonnent tout l'équipement superflu, vêtements de rechange, objets personnels et bien sûr bicyclettes. Au centre, en première ligne, la première section continue le combat. Meunier a recouvert son fusil mitrailleur de grillage et de mousse. Chevalier, son servant, ne parvient plus à l'approvisionner tant la cadence de tir est rapide. Tout à coup, une grenade éclate et brise le pied de l'arme. Meunier a la main gauche traversée par un éclat,
mais il se redresse, épaule et vide son chargeur. Le recul de son arme le fait culbuter en arrière et, comme il va se relever, un Allemand prend son pullover blanc pour cible et le tue d'une balle. Chevalier le tire à l'écart et reprend l'arme en main. Le fusil mitrailleur de Mauny s'est enrayé. Il se replie avec son servant pour le réparer. Alors que le plus âgé des combattants, Brisy, 49 ans, est tué à son tour, les Allemands tentent à nouveau de déborder par la droite et M demande des renforts. À ce moment, Makowski occupe un fossé au sud du camp et est entouré d'un certain nombre d'hommes de divers groupes. Il y est bientôt rejoint par Lehoux, dont la position est devenue intenable et qui vient de recevoir l'ordre de se replier après avoir fait sauter le dépôt de munitions. Makowski, avec ce renfort, dispose maintenant de 42 combattants, est très inquiet pour son aile droite, où les Allemands semblent glisser, car on y tire beaucoup. Il envoie un agent de liaison pour tenter de rejoindre Petit-Fils et lui demande de lancer des troupes fraîches dans la bataille. L'éclaireur revient. La liaison est impossible. Makowski réorganise alors son effectif en 2 groupes de 21 maquisards. Le premier, sous la direction de Lehoux, est chargé d'exécuter un mouvement tournant par la gauche pour prendre à revers les Allemands. Le second, sous ses ordres, va tenter d'établir le contact avec la droite. La première section ne capitule pas. Imbaud, dit Chien-Loup, est blessé à la cuisse. Berny, qui se trouve à ses côtés, constate une importante hémorragie et le confie à Ménaud, le chef de section, qui vient aussi d'être touché et souffre de l'abdomen. Tous deux retournent à l'arrière où ils sont soignés par M. Château, qui fait office d'infirmier. À droite, Millet contient l'ennemi avec sa mitraillette et tue coup sur coup 2 Allemands. À gauche, Tuné est surpris par un assaillant qui se prépare à lancer une grenade. Il vise son chargeur sur l'homme qui s'écroule en arrière. Par bonheur, celui-ci n'a pas eu le temps d'achever son geste et la grenade explose dans les rangs ennemis. Les Allemands veulent en finir. Ils mettent le feu aux broussailles et le vent pousse la fumée vers le front en asphyxiant les combattants. Toute résistance devient impossible. Millet, Chevalier et quelques acharnés sont maintenant dangereusement isolés. Après s'être concertés, ils décident de se replier. Il est 19 heures. Mauny et Pinault, restés cachés dans les bruyères, croient être découverts lorsqu'un policier allemand pose la béquille de sa moto à quelques centimètres de la tête de Pinault. Tous deux assisteront plus tard au chargement des cadavres et des blessés allemands dans des camions. Petit à petit, la fusillade décroît. Après une période d'attente, et alors que le camp brûle, Makowski ordonne le décrochage qui se fait en bon ordre, par vagues successives et au sifflet. Les rescapés de la première et de la 5e section se retirent en portant Imbaud qui souffre cruellement et ne peut marcher. Dans la nuit, à travers les bruyères, la progression est de plus en plus pénible. Les hommes en sont réduits à confectionner un brancard de fortune pour ne pas être contraints d'abandonner leurs camarades. Pour Ménaud, blessé au ventre, la retraite est devenue un calvaire.
À l'approche de la route de Ménétréol à Nancy, une voiture occupée par 2 officiers allemands débouche. Les 2 FTP qui marchent en éclaireur n'hésitent pas une seconde et descendent les 2 ennemis en ouvrant le feu de leurs mitraillettes. Au matin, la petite troupe arrive enfin sur la commune de Teillet et fait halte au moulin. Les hommes y sont soignés, ils s'y restaurent et empruntent un tombereau qui permet de transporter un beau. Après ce court repos, ils rejoignent la ferme de Monsieur Château, où ils demeurent toute la journée avant de se disperser à l'aube du lundi. Au sein du même groupe, M et Malaquin, blessés tous les deux, ne se déplacent que péniblement avec l'aide de leurs camarades. Ils parcourront ainsi 25 kilomètres et réussiront malgré tout à ne pas se défaire de leurs armes. 2 carabines américaines, 2 mitraillettes et un fusil mitrailleur. Ils parviennent également à Teillet, où les blessés sont confiés aux parents de l'un des leurs. Quelques jours plus tard, les combattants de Souham se regroupent dans la région de Romorantin pour constituer le maquis de Reyre. Ils font sauter les ponts, sabotent les voies ferrées, coupent les lignes téléphoniques. D'autres résistants rentrent chez eux après s'être cachés à Pierrefitte, mais la plupart continueront la lutte. 2 semaines après sa formation, le maquis du Grand Clou, l'un des plus importants de Sologne, a donc cessé d'exister. Engagée avec des effectifs inférieurs en nombre et en entraînement, la bataille de Souham a ainsi fait honneur à la résistance. Tant les jeunes gens qui allèrent au feu pour la première fois se sont montrés à l'égal de leurs anciens, d'excellents combattants, pleins de cran et d'entrain. Et alors que plusieurs blessés ne durent leur salut qu'au dévouement de leurs camarades, qui réussirent à les transporter à bras au prix d'incroyables efforts. Ce diaporama a été préparé par les membres de la commission Histoire du patrimoine de Souham à l'occasion des 80 ans du maquis. Les arrangements ont été réalisés par Christian Damé, ont prêté leur voix Jean-Pierre Legrand, Marie Senet, Réjeanne Genevier, Marc Cuignez, Brigitte de la Reberdière, Josiane Haraud, Thierry Pinsard, Claudine Pénager-Derouet. Le montage a été réalisé par Tom Berchebru.